Valérie, je vous laisse prendre la parole. Parfait. En tout cas, merci Madame Rémy d'avoir accepté notre invitation et puis d'échanger avec nous ce soir, hein, malgré un petit peu le caractère compliqué de cette fin du mois d'octobre, hein, pour nous tous, que ce soit en Suisse ou en France ou même à travers le monde. Mais je pense on se doit de continuer dans un message d'espoir et de dire que les choses continuent, elles avancent malgré tout, Oui. hein, de la meilleure manière qui soit, et on est tous enfin responsables pour œuvrer en fait dans un climat un petit peu plus de sérénité, malgré tout ce qu'on entend au quotidien, et puis toutes ces news, hein, qui ont plus envie de nous faire, comment dire, nous rendre statiques et puis d'hiberner en quelque sorte. Mais je pense qu'on doit continuer, on doit se projeter, hein. Et puis aujourd'hui, on va essayer d'en savoir plus, hein, grâce à vous, par rapport à la maison Christophe, qui est une maison qui existe vraiment maintenant depuis de nombreuses années, mais que l'on ne connaît pas vraiment. Et puis grâce à vous, on va voir un petit peu comment vous avez réorienté beaucoup les choses, hein, depuis 2 ans. Hein, vous qui êtes diplômé, en fait, qui êtes belge, hein, qui êtes diplômé de la Solvay Business School de Bruxelles, hein, qui avait 20 ans, plus de 20 ans d'expérience en conseil stratégique. Hein, et vous avez œuvré pendant plus de 18 ans chez McKinsey, hein, dans les secteurs de la mode, du luxe et de la beauté. Vous êtes spécialisé dans le repositionnement de marque, dans l'excellence marketing et commerciale, ainsi que dans la transformation digitale et la conduite du changement. Et vous avez, pendant tout ce parcours, développé une vision stratégique et multiculturelle, hein, dans l'industrie du luxe. Et puis, vous avez, chez McKinsey, cofondé et dirigé le pôle mode et luxe. En 2018, donc il y a 2 ans, vous rejoignez la maison Christophe et vous donnez, hein, en quelque sorte, un nouveau cap à votre carrière. Vous avez pu faire développer et faire rayonner la maison en France et à l'international, hein, déjà, et ce dans ses différentes composantes. Et puis vous vous êtes bien évidemment appuyé sur les savoir-faire uniques de cette maison d'exception, et puis sur le talent de vos collaborateurs, et ainsi que de tous les artisans qui y œuvrent au quotidien. Donc encore merci beaucoup. Donc on va interagir ensemble dans une forme de questions-réponses. Oui. Et puis on permettra évidemment à nos auditeurs, hein, de vous poser les questions qu'ils ont envie de poser à l'issue de nos échanges. Voilà. Juste, Et Madame donc, Wouters-Rémy, je me permets de vous demander de partager votre caméra. Je vais réduire l'écran avec l'image d'introduction, si vous êtes Voilà. d'accord, bien évidemment. Voilà, et puis je vous rends, je vous super. donne l'écran plein. Super. Voilà. Merci beaucoup. Magnifique. Bon. Alors, j'ai envie de commencer par une première question, hein, qui nous tient à cœur, et qui est l'héritage de la maison Christophe, là, hein, et en quelque sorte son histoire et ses valeurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à ça? Écoutez, j'imagine que tout le monde connaît Christophe, là, parmi les gens qui sont là aujourd'hui. Christophe est une maison d'orfèvrerie, donc on travaille le métal, une maison d'orfèvrerie de luxe, une maison d'orfèvrerie de luxe française. Cette maison a été fondée en 1830 par Charles Christophe, donc on porte le nom de notre fondateur. L'orfèvrerie, c'est notre ADN, c'est notre cœur de métier, c'est plus de 98%, je pense qu'en Suisse on dit comme en Belgique, voilà, de notre chiffre d'affaires, c'est notre identité, c'est notre patrimoine, ce savoir-faire. Donc forcément, l'histoire, les valeurs de notre maison sont liées à l'esprit de notre fondateur, qui était particulièrement innovateur et visionnaire. Donc il faut savoir que Charles Christophe était avant tout un visionnaire industriel qui a développé la galvanoplastie, donc une technique à grande échelle. Il a racheté en 1842, donc 12 ans après avoir fondé la société, un brevet pour faire de l'argenture et de la dorure par électrolyse. Et le métal argenté, qui historiquement s'appelait d'ailleurs le Christophe, tellement on était leader sur ce marché, a permis en fait de démocratiser une offre qui jusque-là était réservée à la royauté et la haute bourgeoisie. Donc, quelque part, Charles Christophe a inventé le concept de luxe accessible qui, depuis le début du XXIe siècle, connaît un grand succès. Qu'on ne sait pas forcément de lui, c'est qu'il était également épris de voyage. Il a parcouru le monde dès sa jeunesse. Et entre 1851 et 1967, donc pendant plus d'un siècle, Christophe a participé à toutes les expositions universelles au travers du monde.
Donc très vite et très tôt, c'est une petite maison qui s'est internationalisée. Et d'ailleurs, nous étions parmi les premières marques de luxe à poser un drapeau français aux États-Unis avec l'ouverture du premier point de vente en 1893, suite à l'exposition universelle de Chicago. Donc nous sommes présents aux États-Unis depuis le 19e siècle. C'est quand même, il y a peu de marques de luxe qui peuvent le revendiquer. L'héritage de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, Christophe l'est distribué dans près de 70 pays. Donc on est une petite maison, mais très internationale, contrairement à d'autres petites maisons qui sont restées un petit peu plus françaises ou européennes. Alors la troisième caractéristique de notre fondateur, c'est qu'il était travailleur et il était perfectionniste. Il avait une devise, qui est d'ailleurs inscrite à plusieurs endroits dans la maison, une seule qualité, la meilleure. Ça nous a inspirés. Charles Christophe n'a jamais cessé de puiser dans les traditions pour innover, de repousser les limites, et ça l'a amené en fait à repousser les limites technologiques et à réaliser des œuvres comme par exemple la façade de l'Opéra Garnier à Paris ou la statue de la Vierge sur Notre-Dame de la Garde à Marseille, qui sont des œuvres en fait d'une taille phénoménale. Et à l'époque, Christophe était la seule entreprise capable de réaliser ce genre de chef-d'œuvre artistique. Enfin, c'était un leader humaniste. Et vous verrez dans quelques instants, quand je vous parlerai de Christophe aujourd'hui, à quel point c'est important. C'était quelqu'un de généreux qui avait une foi dans l'être humain. C'était un des premiers industriels à investir dans les logements pour ses salariés. Il a construit en fait les premiers, on va dire, HLM pour pouvoir loger ses ouvriers. Il leur a permis d'avoir un système social, un accès aux soins, ce qui étaient des choses qui au 19e siècle étaient extrêmement rares. Donc aujourd'hui, nos valeurs chez Christophe sont évidemment héritées et inspirées de cette histoire et de ce fondateur emblématique. Nous avons 4 valeurs chez Christophe. La créativité, l'excellence, la générosité et le respect. Ce sont des valeurs humaines avant tout, comme vous pouvez le voir, et ce sont donc des valeurs qui touchent bien sûr à nos savoir-faire, mais aussi à notre savoir-être en interne dans l'entreprise et dans nos interactions avec nos partenaires. Alors la créativité de Christophe, c'est évidemment des produits très créatifs, innovants, par leur design, des produits qui sont à la fois beaux et utiles, des produits qui sont dessinés par notre studio, puisque nous avons un studio de design intégré chez Christophe, mais parfois aussi en collaboration avec d'autres artistes. On cherche également à innover en permanence dans notre production. C'est aussi de la créativité, puisqu'on a des processus ancestraux de fabrication, mais on essaye d'apporter la petite touche moderne qui permet de repousser les limites de nos créations. Et enfin, on essaye d'être créatif dans nos modes de travail, nos modes d'interaction. Et je pense que depuis le mois de mars et la crise sanitaire, on a fait preuve d'énormément de créativité pour garder le contact à la fois avec nos équipes et avec nos clients. Donc ça, c'est notre première valeur. Alors, notre deuxième valeur en tant que maison de luxe, c'est l'excellence. Vous allez dire, l'excellence, ça fait partie des valeurs de toutes les maisons de luxe. Je vous dirais oui. Mais pour nous, il y a ce sentiment qu'on se doit d'honorer la devise de notre fondateur, une seule qualité, la meilleure. Et donc, chaque jour, nous avons 450 collaborateurs qui travaillent vraiment dans cet état d'esprit. Je pense que la fidélité de nos clients, et nous avons beaucoup de clients extrêmement fidèles, dans l'hôtellerie-restauration comme des clients particuliers, sont la preuve en fait de la qualité à la fois de nos produits et de notre service. Bon, notre excellence, c'est aussi l'excellence dans chaque point de contact. Donc un client qui se rend chez Christophe doit en repartir vraiment heureux du moment de partage, de l'expérience qu'il vient de vivre. Alors ça nous amène à la générosité. La générosité chez Christophe, parce qu'un produit généreux, c'est un produit qui donne vie à la matière, qui est l'argent, ou le métal argenté, et qui a un certain volume. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je porte un prototype de bague qui sortira au mois de février prochain, sur la collection Perle. Vous voyez que c'est une bague généreuse. Donc, on essaye vraiment d'avoir cette rondeur et cette générosité dans notre design. On essaye aussi d'avoir de la générosité dans un esprit d'ouverture, à la fois les talents qu'on accueille, les gens avec qui on travaille, le côté d'ouverture multiculturelle à l'international. La générosité, c'est aussi de partager notre histoire, nos savoir-faire,
en étant présent dans des musées de par le monde, en participant depuis 2 ans aux Journées européennes du patrimoine, en organisant des visites de la manufacture sur demande pour que les gens puissent justement découvrir ce patrimoine. Et enfin, le respect. Le respect parce que ce sont ces valeurs humanistes de Charles Christophe qu'on essaye de perpétuer. On essaie d'assurer à chaque collaborateur de la maison d'avoir une fluidité dans ses échanges, d'avoir un sens à ce qu'il fait au quotidien, d'être du bien-être au travail. Alors c'est assez tendance par les temps qui courent de parler de ça, mais nous, ça fait partie de nos valeurs. Le respect pour nous, c'est aussi le respect des anciens. Nous avons beaucoup de collaborateurs qui ont 30, 35 ans de maison. C'est le respect de notre histoire, le respect des traditions et des savoir-faire et leur perpétuation, c'est très important. Et enfin, c'est une responsabilité sociale et environnementale. Et nous sommes très heureux de travailler une matière naturelle comme l'argent, contrairement aux marques de mode ou de maroquinerie qui ont quelques questions à gérer en termes de sustainability. Chez Christophe, on travaille une matière naturelle qui est éternelle. Donc, de facto, on est déjà dans l'économie circulaire par définition. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Valérie, moi, je suis arrivée il y a 2 ans et demi maintenant à la tête de cette maison. Et je pense que chaque jour, j'essaye vraiment d'incarner ces valeurs et d'incarner l'image de Christophe. L'objectif pour moi, c'est d'arriver à emmener l'ensemble des équipes, quelle que soit leur position, leur nationalité, sur le chemin de la transformation qu'on est en train de vivre. Et pour ça, il est pour moi indispensable de créer cette ambiance, cette, je dirais presque culture d'entreprise qui est faite de transparence, de bienveillance, de respect et de partage dans une philosophie qui est à la fois résolument tournée vers l'avenir, mais extrêmement respectueuse du passé et de notre histoire. Non, c'est très inspirant en tout cas. Et c'est vrai que maintenant que vous avez déjà pris vos fonctions et que vous avez bien cerné en fait les enjeux de cette évolution, on peut dire vraiment que vous avez lancé des plans d'action qui aujourd'hui vont vers une transformation de la maison de luxe à proprement parler. Alors, transformation, oui, je pense qu'on peut même aller jusqu'à dire que Christophe est en pleine mutation. En fait, quelques mois après mon arrivée, donc une fois que j'avais compris un petit peu la situation, au bout de 2-3 mois, j'ai effectivement lancé un plan de transformation assez ambitieux qui touche toutes les fonctions et tous les niveaux de la maison. Notre objectif est très simple, renouer avec la croissance et la rentabilité. Puisque quand je suis arrivée, Christophe passait une période un petit peu difficile. Mais pas à n'importe quel prix. Il fallait arriver à réaliser ça tout en restant fidèle à notre ADN et en assurant la sauvegarde de nos savoir-faire. Alors, notre stratégie, elle se résume assez facilement. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'affirmer notre légitimité en tant que maison d'orfèvrerie de luxe française. Et chaque mot a son importance là-dedans. Nous souhaitons augmenter la désirabilité de la marque, que les gens pensent à nous et envient de nous, auprès de clients qu'on décrirait comme peut-être des hédonistes, qui sont également les clients de tous les grands hôtels et restaurants du monde, de tout âge, puisque nos clients ont de la naissance jusqu'à la fin de vie, de toute nationalité. Nous, on focalise vraiment nos efforts sur les zones géographiques et les circuits de distribution et les types de produits qui sont les plus dynamiques aujourd'hui, puisqu'il y a de grosses différences. Donc, les piliers de notre transformation, il y en a 4. Nous travaillons sur la marque, travaillons sur notre offre de produits et de services, nous travaillons sur notre distribution, donc le commerce, et sur nos opérations, la fabrication. Mais le succès de la transformation sur ces 4 piliers repose évidemment sur un socle, et ce socle regroupe pour nous 2 grosses initiatives. Une première liée sur la refonte de l'organisation et l'amélioration des talents internes, et la deuxième sur l'évolution de nos systèmes d'information qui, de nos jours, deviennent extrêmement critiques pour les entreprises. Donc, si je vous détaille un petit peu ce qu'on a fait en 2 ans et demi sur ces différents sujets. D'abord, la marque. Christophe est une marque juste incroyable. C'est une marque authentique, c'est une marque qui est porteuse de sens, elle a une vraie histoire. Notre défi aujourd'hui, c'est de passer d'une marque d'orfèvre et donc de fabricant à une véritable marque de luxe, une marque de consommateur.
mais une marque de luxe aussi au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire une marque qui génère des émotions, qui raconte des histoires aux clients. Alors, nous avons commencé par les basiques, nous avons redéfini une mission de marque qui est de développer l'art du partage. Ça, c'est la mission de Christophe. Nous avons repensé notre identité visuelle, nous avons aujourd'hui un nouveau logo moderne, beaucoup plus affirmé. Nous avons une nouvelle couleur de marque, le vert pan, qui est une couleur à la fois profonde et moderne. Nous avons ensuite commencé à décliner notre nouvelle plateforme de marque dans tous les contenus de communication qui doivent être beaucoup plus vivants et généreux que les photographies de produits qu'on avait l'habitude de présenter il y a quelques années. Et évidemment, tout ça se passe essentiellement en ligne, sur des réseaux sociaux et du digital. Donc ça, c'est en marche, c'est sur les rails, je dirais, au niveau de la marque. Notre deuxième axe de travail, c'était sur l'offre de produits et de services. Alors, il faut savoir que nous avons des produits au catalogue depuis plus d'un siècle. Donc, la durée de vie d'un produit Christophe est très, très longue. Nous sommes loin du fast fashion. Mais nous avions quand même ressenti le besoin de mettre en adéquation notre offre de produits avec notre nouvelle plateforme de marque et de la moderniser un petit peu, de la remettre au goût du jour. Donc aujourd'hui, on travaille autour de 5 univers, 2 moments de partage, que sont le repas et le bar, le fait de boire un verre, le cocktail, et puis 3 univers qui sont plus liés à des occasions de partage ou de cadeaux. C'est l'univers de la décoration de la maison, c'est le cadeau pour eux, pour chez eux. L'univers des bijoux et accessoires personnels, c'est le cadeau pour elle ou pour lui. Et l'univers des enfants, qui est le cadeau pour les petits. Donc ça, ce sont nos 5 univers. Et on essaye, en parallèle du travail sur le design et les lancements produits, d'élargir notre palette de services, notamment sur tout ce qui est personnalisation et, je dirais, sustainability, avec des offres de remise en état et d'entretien, de manière à pouvoir moderniser la ménagère héritée de grand-mère. Donc le troisième axe, c'est la distribution. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes extrêmement internationaux et extrêmement fragmentés. Aujourd'hui, nous avons 5 circuits de distribution et notre volonté, c'est d'avoir une expérience qui soit complètement omnicanale quand on passe d'un circuit à l'autre. Même si nous avons des clients qui sont des clients personnes physiques et des clients qui sont des clients entreprises, il ne faut pas oublier que les clients peuvent passer d'un rôle à un autre et qu'une directrice marketing de société ou un grand chef peut aussi devenir à un moment donné un client personne physique dans une boutique. Et donc d'avoir une cohérence d'ensemble dans les expériences au travers de l'ensemble de nos circuits de distribution est très important. Et enfin, la manufacture, qui est à Yainville, en Normandie, en Seine-Maritime, elle est au cœur de notre transformation parce que qui dit orfèvre français dit manufacture en France. Nos savoir-faire sont indispensables pour réaliser nos produits et notre performance industrielle est aujourd'hui un moteur qui nous permettra, qui est indispensable pour pouvoir satisfaire nos clients en termes de qualité, de délai, surtout délai de livraison. Donc nous avons lancé de nombreuses initiatives en Normandie, à la fois pour améliorer, moderniser un petit peu un processus de production qui en fait n'a pas vraiment changé depuis très très longtemps, et en parallèle des initiatives pour améliorer notre chaîne d'approvisionnement, pour être beaucoup plus réactif quand nos clients ont des demandes quelque part dans le monde et pouvoir les satisfaire plus rapidement. Donc je vous disais, il y a 2 socles à ça, people, donc l'organisation, les gens, et les systèmes. Alors sur les gens, on a complètement remis à plat l'organisation. J'ai renouvelé l'ensemble de mon comité de direction depuis mon arrivée et nous avons mis en place une transversalité plutôt qu'une gestion en silo et recruté les talents qui nous manquaient, notamment sur des fonctions de marketing digital, e-commerce, etc. Sur les systèmes d'information, aujourd'hui, au XXIe siècle, une entreprise qui veut réussir doit être performante en termes de systèmes d'information. Donc, nous avons lancé en janvier 2019, donc ça fait un petit moment maintenant déjà, une transformation complète de nos systèmes et tout ça finira de voir le jour en mai l'année prochaine. C'est long, plus de 2 ans, mais qui nous permettra de gagner beaucoup en efficacité et surtout de se préparer à gagner la bataille du digital. Voilà, donc au bout de 2 ans, nous commençons à récolter les fruits. Alors, nous commencions en début d'année. On avait un mois de janvier, un mois de février très positif. Bon, après, la crise est arrivée et comme vous pouvez l'imaginer, nous avons souffert comme tous les secteurs. Avec le recul, ce que je partagerai avec vous comme enseignement,
c'est que un tel renouveau, parce que c'est vraiment, quand je vous parle de mutation, c'est un vrai renouveau, repose essentiellement en fait sur la qualité des équipes, sur le niveau d'ambition. Il faut se fixer une ambition très élevée, parce que on n'ira peut-être pas jusque-là, mais on fera une partie du chemin, donc il faut viser haut. L'agilité, parce que ce qu'on imaginait en septembre 2018, ben aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on a fait pas mal d'ajustements dans la feuille de route. Et cette remise en question permanente, c'est pas parce qu'on a décidé de faire quelque chose qu'il faut s'entêter. Donc, par moment, il faut arrêter certains projets et en lancer d'autres. Donc, en bref, moi, je dirais, et c'est un peu le titre que vous avez mis sur la présentation, que Christophe l'a réussi en 2 ans à devenir la plus vieille start-up de luxe au monde, en démontrant justement son innovation, son ambition et son agilité. Et justement, entre cette fameuse tradition et la modernité que vous avez, ce tournant que vous avez emprunté aujourd'hui, comment le groupe se réinvente-t-il? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager par rapport à ça avec nous? Alors, entre tradition et modernité, je dirais que c'est notre équilibre et notre tension également permanente. Je pourrais en parler longtemps de cet élastique qui va et qui vient. Je pense qu'un des principaux défis quand on parle d'équilibre entre tradition et modernité, c'est d'arriver à moderniser la marque tout en conservant notre patrimoine et notre identité, sans la dénaturer. D'arriver à se réinventer, mais de rester authentique, de rester ce qu'on est. Voilà, ça c'est le juste équilibre qu'on doit trouver. Alors, cette tension, moi, elle se retrouve dans tout ce qu'on fait, mais elle se retrouve aussi dans nos équipes et dans la gestion de nos talents. Et je me disais que, comme vous êtes une école, c'est peut-être le sujet qui pourrait intéresser le plus. C'est cette tension entre tradition et modernité au niveau de la gestion des ressources humaines. Alors pourquoi? D'un côté, nous avons beaucoup de chance, nous avons des salariés passionnés dans la maison. On fête chaque année les anniversaires et chaque année, je décerne des prix pour les 40 ans de maison. Nous avons des salariés passionnés. Ils sont chez Christophe depuis de nombreuses années. Ils sont tous unis dans cette quête d'excellence et préserver évidemment nos savoir-faire et tout ce que ces personnes ont vécu, c'est un enjeu majeur pour nous d'assurer la transmission. Mais en même temps, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Nous avons un devoir de moderniser nos modes de travail. Nous sommes une entreprise internationale avec des sièges dans tous les continents. Nous devons acquérir de nouvelles compétences, nous devons nous digitaliser, nous devons apprendre le télétravail. Et donc, on doit gérer cette tension entre préserver nos traditions et nos anciens, quelque part, mais laisser de la place aux méthodes modernes de management et à de nouveaux talents. Alors, aujourd'hui, on a d'un côté la production qui est en Normandie et on a des meilleurs ouvriers de France, des ouvriers experts. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais on a des techniques de planage, de ciselure, de gravure, enfin, toutes ces spécialités qui travaillent sur des œuvres d'art, je dirais. Et même sans parler d'œuvres d'art, le savoir-faire juste industriel de Christophe, pour faire par exemple des couverts en série, reste un vrai savoir-faire manuel. C'est pas du tout automatisé comme production aujourd'hui. Donc, le régleur de la machine, il a un petit calepin et c'est lui qui sait exactement comment faire. Vous savez, une fourchette chez Christophe qui sort, qui est livrée au client, elle a été touchée par 100 mains. 50 personnes, donc main droite, main gauche, touchent un couvert. Donc, ce n'est pas du tout un processus automatisé. Et donc, ça repose énormément sur le savoir-faire. Et aujourd'hui, on est à risque et on recrute des apprentis, des jeunes pour les former, pour assurer la transmission quand nous aurons les départs en masse à la retraite de toute cette population assez âgée. En parallèle, donc on modernise nos pratiques managériales, on a du e-commerce, des contenus digitaux, des social media et community managers, enfin tous ces nouveaux postes qu'on découvre, et on doit réussir l'alchimie entre les deux, les amener dans une même culture, les amener à travailler ensemble, à apprendre l'un de l'autre. Parce que je vais vous donner un exemple, c'est qu'un community manager Christophe, tout jeune millénial qu'il est et tout compétent en digital, s'il ne sent pas un minimum notre histoire, notre savoir-faire, notre tradition, ce ne sera pas un bon community manager. Et de même, nos ouvriers à la manufacture, aujourd'hui, quand on se retrouve à devoir faire des réunions comme ce soir en Teams, il faut peut-être que quelqu'un leur explique comment se connecter. Voilà, c'est un peu un partage et un apprentissage réciproque. Et donc, nous, on essaye vraiment de développer un esprit de corps, un esprit d'appartenance, avec le client au cœur,
avec toute notre histoire et notre culture autour. Et aujourd'hui, quand je regarde les 6 derniers mois depuis que la crise sanitaire a éclaté, je dois vous dire que je suis vraiment très fière de la manière dont on a fait face tous ensemble chez Christophe. Jeunes et moins jeunes, parce qu'on a eu des bonnes surprises aussi. Pendant le confinement, on a tous continué à travailler à distance. On s'est réunis tous les jours, comité de direction et les équipes. On a appris des nouveaux outils, on a fait des plénières virtuelles, donc des plénières avec des centaines de personnes qui se connectent et qui posent leurs questions sur des chats, des jeunes et des moins jeunes. Et en fait, moi, ce dont je suis très fière, c'est que l'état d'esprit que les équipes ont montré pendant cette période était vraiment exemplaire. Et je dirais que ça nous a soudés, ça nous a rendus plus forts. On dit toujours que quand on fait la guerre ensemble, ça crée des liens qui sont pour toujours. Je pense que ce qu'on a vécu depuis 6 mois, c'est un peu comme avoir fait la guerre ensemble. On l'a fait d'une nouvelle manière, avec de nouveaux outils, mais ça nous a vraiment soudés entre anciens, nouveaux, ouvriers, vendeurs, sièges, filiales, tout le monde ensemble. Super. On parlait tout à l'heure justement de l'art du partage que vous avez évoqué. Quelle en est votre vision aujourd'hui et j'ai envie de dire aussi comment est-ce que Christophe s'adapte justement à la nouvelle consommation au niveau des arts de la table? Alors, notre mission, en effet, c'est de développer l'art du partage. Si je devais paraphraser, je dirais, notre mission, c'est de réinventer en permanence la convivialité d'hier, d'aujourd'hui et de demain, en faisant de l'art du partage un véritable art de vivre. Parce qu'on parle beaucoup d'art de vivre à la française, et nous, on a pris ce petit twist, en disant que pour nous, c'est l'art de partager ces moments. C'est une double mission, c'est une mission interne, ça fait partie de notre culture, c'est comme ça qu'on veut travailler et être chez Christophe, et c'est une mission vis-à-vis de nos clients et partenaires, on veut partager beaucoup avec eux. Alors, ça fait donc bientôt 2 siècles qu'on accompagne nos clients dans des petits moments, des grands moments plutôt heureux de la vie, la naissance, le mariage, enfin toutes les cérémonies, les anniversaires, etc. Tous ces moments partagés en famille ou entre amis, pour les petites et les grandes occasions. Alors aujourd'hui, dans cette période un petit peu particulière, exceptionnelle, nous, ce qu'on observe, c'est un retour vers des valeurs assez fondamentales. La famille, la santé, et notamment le besoin de partager, parce que la privation de contacts sociaux renforce encore ce besoin de partager avec les autres. Et donc, nous, ce qu'on observe, et c'est validé par Google, c'est une vraie recrudescence, un vrai regain d'intérêt de toutes les générations pour leur, entre guillemets, maison et tout ce qui touche à la maison. La décoration, les arts de la table, tout ce qui touche à leur maison, ils ont redécouvert leur intérieur. Pour certains pays asiatiques, ils ont découvert tout simplement qu'ils avaient une maison, puisqu'ils vivaient essentiellement à l'extérieur. Et comme tout a été fermé, ils ont découvert leur maison. Et donc, nous, on essaye aujourd'hui de profiter de ce nouvel engouement pour les arts de la table. Mais évidemment, ça nécessite de nous adapter aux attentes de ce nouveau public. Parce que qui dit regain d'intérêt ne dit pas forcément la même chose qu'il y a un siècle. Donc c'est là où la première adaptation qu'on essaye de mettre en place, c'est sur les changements d'usage de ces nouveaux consommateurs des arts de la table, je dirais. Et les changements d'usage sur notre cœur de métier qui est quand même le repas, qui est le grand moment de partage par excellence, du petit déjeuner au dîner en passant par l'apéritif. En fait, notre challenge dans le repas, c'est de passer de la salle à manger traditionnelle 18e, où on était servi à table, à l'îlot central dans la cuisine américaine, voire la table du salon pour recevoir les amis avec du finger fooding, quand on regarde comment vivent les gens aujourd'hui. Donc, des exemples de produits qu'on a lancés ces 18 derniers mois dans cette inspiration, c'est le Mood Party, qui porte bien son nom. C'est un plateau avec plein de petits, en métal argenté évidemment, plein de petits compartiments en porcelaine pour mettre ce que vous voulez dedans. Et notre fameux Mood, qui est un écrin qui présente des couverts, avec des mini couverts pour le finger fooding de luxe. La mini cuillère, la mini fourchette, le petit tartineur pour le tarama, etc. C'est un carton. On n'arrive pas à suivre en ce moment. Ce mois de septembre, donc le mois dernier, nous avons fait notre premier pas dans la cuisine. Alors, pas du tout sur la préparation culinaire et l'expertise de préparation, mais plutôt en partant de l'observation que le moment de partage autour du repas, aujourd'hui, il commence à la préparation.
parce que les gens se reçoivent dans la cuisine. Et donc, on a sorti une collection qui s'appelle Royal Chef avec de magnifiques planches à découper en chêne massif avec des poignées en métal argenté, des couteaux de chef avec un présentoir à couteau avec une petite touche décorative. Voilà, on essaie de rentrer progressivement dans cette cuisine ouverte. Alors, du côté du soleil levant, puisque l'Asie est importante, et en particulier aujourd'hui, c'est quand même une des rares parties du monde, la Chine notamment, qui fonctionne bien, évidemment, nous avons à cœur de développer des offres aussi pour répondre aux usages des clients qui habitent dans ces pays. Donc, nous avons aujourd'hui une collection de baguettes qu'on va renforcer et élargir, des bols pour les bouillons, etc. Et notre vision dans l'art du partage, c'est pas d'avoir des produits spécifiques pour la Chine qu'on vend qu'en Chine, c'est plutôt de faire du fusionnard de la table. C'est-à-dire, on vend des baguettes à Paris et à New York, mais on vend également de l'orfèvrerie de table, je dirais française, européenne, en Chine. Et nous avons ouvert le 15 mai dernier notre première boutique sur Tmall, donc vente en ligne en Chine. Les 3 top-sellers sont des couverts très classiques, européens, et pas du tout les baguettes. Donc les gens viennent nous chercher pour on est connu. Donc la deuxième grande adaptation au-delà des usages, c'est les modes d'achat. Alors là, je vous apprendrai rien en vous disant que les gens achètent beaucoup plus en ligne aujourd'hui qu'ils ne le faisaient. Et le Covid a juste servi vraiment d'accélérateur. On a vu un bond très important puisque les boutiques étaient juste physiquement pas en mesure de servir nos clients. Aujourd'hui, le réflexe, c'est avant tout d'aller sur Internet, même avant d'aller en boutique. Donc, pour faire ça, nous avons souhaité en fait, d'une part, être au niveau d'exigence de Christophe en ligne. Et donc, le 1er avril 2020, nous avons lancé nos 5 nouveaux sites Internet. Une nouvelle en ligne avec notre nouvelle plateforme de marque, avec beaucoup plus de contenu, un parcours client enrichi, etc. Et en parallèle, on essaie vraiment de travailler sur la complémentarité entre les boutiques et le online, puisque chacun apporte des éléments différents à l'expérience et on n'est pas en train de dire il faut plus de boutiques que du web ou vice-versa. C'est plutôt les deux ensemble qui vont être à même de vraiment satisfaire nos clients. Et enfin, donc il y a les changements de shopping, mais il y a aussi le changement dans les modes de communication. Et ça, c'est très important parce que surtout dans le luxe, historiquement, c'était beaucoup de marques qui tenaient un discours assez institutionnel, assez statutaire. Mais aujourd'hui, la révolution du numérique a bouleversé aussi les modes de communication, pas seulement les modes d'achat, et également entre les marques et les consommateurs. L'heure aujourd'hui, elle est beaucoup plus au dialogue, à l'échange et donc au partage, plutôt qu'à faire du top-down via des magazines, de la télévision ou de l'affichage. Donc, nous, bien sûr, on se doit de suivre cela. Notre stratégie de contenu enrichi et de réseaux sociaux, évidemment, va dans ce sens, mais c'est une vraie révolution pour une entreprise de changer de mode de communication. Donc évidemment, on a investi, on a recruté une équipe. On a aujourd'hui ce qu'on appelle, excusez-moi du franglais, une content factory, qui est en charge de produire des photos, des vidéos, des articles, beaucoup de contenu, qui soient à la fois esthétiques, mais également engageants émotionnellement, pour que les gens aient envie d'échanger avec nous. Il faut faire rêver, il faut avoir un petit peu d'imaginaire. Là, on a lancé notre collection d'accessoires pour animaux, pour les petits chiens et chats début octobre, avec un film qui bat en ce moment tous les records là, sur les réseaux sociaux, parce que Jack, qui est notre petite mascotte, qui est un Jack Russell, pour la collection Royal Jack, il est tellement mignon que tout le monde ne peut s'empêcher d'écrire des commentaires. Donc ça, c'est un axe. Mais le deuxième axe, c'est aussi de changer le ton dans le discours et d'être beaucoup plus dans un ton où on est moins institutionnel et beaucoup plus d'égal à égal entre la marque et ses partenaires et ses clients pour pouvoir échanger, les écouter. On travaille également avec des influenceurs pour justement alimenter ces échanges et essayer de construire en fait plus une communauté qu'un public. Voilà, je pense que c'est ça l'évolution. Magnifique. Eh bien, je pense que je regarde le temps. On est pratiquement, on est tout bon. Hein. C'est impeccable. À 40 minutes, en tout cas, d'un échange très enrichissant. Merci pour cette immersion de votre univers.
On en sait beaucoup plus qu'on ne pensait le savoir à l'issue de la conférence. Et puis, je rappelle également à nos auditeurs que certains produits Christophe sont en vente dans la boutique de l'EHL. Et puis, d'ici Oui, pour les fêtes de fin d'année, n'oubliez pas d'aller jeter un œil oui. ou également de vous connecter, parce que je pense que ça vaut la peine. De nombreux produits pour tous les âges et pour toutes les utilités. C'est vraiment magnifique. Et je signalerai aussi, parce que je n'y ai pas fait mention de manière explicite, et vu que vous êtes l'école hôtelière de Lausanne, que Christophe a donc un département dédié au service de l'hôtellerie-restauration. Notre histoire avec cette industrie, c'est depuis nos débuts, que ce soit avec le paquebot Normandie sur l'eau, les équipements des first class dans les airs, l'Orient Express sur les rails, ou simplement dans des hôtels et restaurants magnifiques de par le monde. On a des histoires vraiment magnifiques. Alors évidemment, on est connu, on essaye d'accompagner les chefs et les restaurateurs. Excusez-moi, c'est pas le Covid. Parce que leurs besoins évoluent aussi aujourd'hui. Ils ont besoin de plus en plus de personnalisation. On arrive avec notre responsable hôtellerie-restauration groupe. On a travaillé avec Arnaud Donkele sur le cheval blanc, sur un couvert signature pour la dégustation de certains de ses plats. Voilà, c'est un couvert qui est fait que pour lui par rapport à la recette qu'il a imaginée. Donc, on est capable vraiment de pousser le curseur sur des choses comme ça. Et à l'autre extrême du spectre, on a de plus en plus de bistrots bistronomiques qui se développent et qui ont besoin d'avoir une offre plus accessible pour un restaurant qui pratique des prix beaucoup plus raisonnables. Donc, dans tout ce monde-là, la grande bombe du Covid est arrivée. Nous, on est partenaires et on soutient évidemment le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, parce que on sait que ça va repartir. La question, c'est pas si, la question, c'est quand. Il faut juste tenir le coup jusque-là. Et on est très triste chaque fois qu'un de nos clients nous écrit en nous expliquant qu'il ferme. Et on en a eu plusieurs depuis le mois de mars qui, malheureusement, n'ont pas résisté. Et donc, on veut les aider. Et pour les aider, je vais vous donner 3 exemples, parce que je vous parle de créativité, etc. 3 exemples de ce qu'on fait là sur cette fin d'année pour essayer d'aider nos partenaires dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Le premier, c'est d'avoir une offre accessible et moderne pour tous les plus petits prix. Et donc, on lance notre première collection colorée en utilisant la technique du PVD sur un modèle iconique best-seller qui s'appelle l'âme de Christophe. Et donc, on a l'âme noire, l'âme de feu, l'âme d'or, etc., qui permet de réchauffer l'ambiance. Parce que par les temps qui courent, on a besoin d'avoir le moral. Donc, si vous prenez l'âme de feu, je vous assure que ça fait une table qui donne le peps. La deuxième chose qu'on fait, et ça va être lancé au mois de novembre, donc dans les semaines qui viennent, c'est qu'on lance une offre uniquement réservée aux clients hôtels et restaurants, donc qui ne sera pas vendue en boutique ni sur notre site internet, de 3 modèles en acier argenté qui permettent en fait d'allier les bénéfices des deux, avec la longévité, la dureté de l'acier, mais quand même l'éclat et le lustre de l'argenture, sur une gamme de prix intermédiaire entre le maillechort argenté fait main, etc., et l'acier, qui permettra du coup à certains de s'équiper s'ils souhaitent ouvrir ou de se rééquiper à un prix plus accessible aussi, pour essayer d'accompagner la relance, parce que beaucoup de projets ont été décalés et probablement les budgets vont être réduits dans les mois et peut-être même années qui viennent. Et la troisième innovation, qui est je pense peut-être la plus importante, mais qui pour l'instant sera limitée à la France pendant les 6 à 12 prochains mois, c'est Christophe sera le premier acteur d'équipement d'art de la table à proposer un service de location-vente. Donc ça permettra en fait à nos clients de porter le coût de leur équipement pendant 3 ans sous forme d'un loyer, au lieu d'avoir à sortir un gros investissement au départ, parce qu'on sait que les réserves de liquidité aujourd'hui, elles ont fondu comme neige au soleil avec la crise qu'on a traversée. Certains ont quand même besoin d'avancer, et donc on se dit que de leur donner cette flexibilité est importante, et on s'est allié avec un partenaire financier pour pouvoir proposer ce service. Donc, le communiqué sortira bientôt, et donc ça, on le lancera d'ici 3 ou 4 semaines. Super.
En tout cas, merci pour ces avant-premières et pour autant d'idées qui nous donnent vraiment envie d'en savoir plus et surtout de venir en boutique ou de nous connecter, bien évidemment. Laura, Oui, je pense que vous êtes prête pour les questions que nos auditeurs auraient envie de poser à Madame Rémy. tout à fait. Alors, il y en a déjà une qui est apparue à 6h23 de notre étudiant Benjamin de Bonneville, qui demande, et je pense qu'il voulait dire tout simplement si vous avez souffert de l'évolution du taux de change. Du cours de l'argent, oui. Oui, Alors, exactement. l'argent a pris 56% sur les 6 derniers mois. Oui, Donc, alors, on n'a pas souffert pour l'instant parce qu'on achète, on se couvre sur les achats d'argent, vu l'importance d'accord. de tout ça. Maintenant, nos contrats à terme, on les replace tous les 6 à 9 mois. Donc, on était couvert, mais bientôt, on ne sera plus couvert. Donc, effectivement, nous avons décidé de faire une augmentation de prix exceptionnelle au 1er décembre pour pouvoir absorber justement cet enchérissement de matières premières, puisque l'argent, comme l'or d'ailleurs, est une valeur refuge en cas de crise. D'accord, mais merci beaucoup. Donc, votre argenterie a pris de la valeur, messieurs, dames. Alors, n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez donc dans le chat. Sinon, il y avait aussi des personnes qui avaient posé des questions déjà dans le formulaire d'inscription, notamment une question à laquelle vous avez déjà plus ou moins répondu, mais qu'est-ce qui assure le succès des arts de la table et des plateaux d'orfèvre de façon générale? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie envie d'embellir, une vraie envie d'embellir ces moments de partage. Et donc, effectivement, ça renforce la désirabilité de ces produits. Après, je dirais que le succès d'une marque dans ce secteur, pour moi, dépend avant tout de la qualité de ses produits, de ses savoir-faire et euh, de la désirabilité, de l'imaginaire qui est attaché. Quand je parle du produit, par exemple, quand vous dînez avec des couverts Christophe, on travaille beaucoup l'ergonomie dans le design aussi. Donc, nos couverts ont un certain poids, ils ont une certaine forme, il n'y a jamais d'arête. Je vois beaucoup de couverts très modernes qui sont très désagréables, qui sont tout légers, qui sont tout fins, qui sont pas du tout dans nos valeurs de générosité, de plaisir, d'hédonisme. Donc voilà, pour moi, ça fait partie de notre recette du succès. Maintenant, d'autres vous donneront peut-être d'autres arguments, mais pour nous, c'est beaucoup ça. Merci beaucoup. Alors, il y a deux questions apparemment, une deuxième de notre étudiant Benjamin de Bonneville, mais avant ça, on va donner la parole à un autre étudiant, à Shan Madavi. Ouais, madame, je dis ouais, c'était presque ça. Non, il n'y a pas de problème. Donc, tout d'abord, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon, le son? Je pense qu'il y a un écho. C'est tout bon? Vous Oui, m'entendez oui, bien? c'est juste parce que en fait, je reçois beaucoup d'emails et ça bip de temps en temps. Pas de problème, pas de problème. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question. Vous avez mentionné ce côté humaniste comme étant un des piliers, et puis un côté très important depuis la fondation en fait, de la marque. Je voulais vous poser une question par rapport à la motivation intrinsèque de vos employés et comment est-ce que vous faites pour que les gens soient attirés par votre marque. Vous avez mentionné plusieurs éléments, mais pourquoi travailler pour Christophe, c'est différent et pourquoi les employés ont plus envie d'aller vers vous que dans une autre marque? Qu'est-ce qui fait à l'interne pour que tout le monde se sente vraiment motivé et que se lève en fait avec la motivation de travailler pour Christophe, d'avoir la créativité, l'innovation et de pouvoir partager tout ça? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui attirent. En tout cas, j'ai recruté près de 70 personnes depuis que je suis arrivée. Et quand je regarde ce qui fait venir les gens, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a notre histoire. Il ne faut pas le négliger. Christophe est une marque qui a un imaginaire très fort chez les gens. C'est une vraie belle marque de luxe, même si on est beaucoup plus petit que d'autres. Et ça donne envie. Mais ça, c'est une envie qui peut passer. C'est un peu comme un coup de foudre. D'accord? Après, pour garder la motivation, et puis pour faire venir quand même des gens qu'on a fait démissionner de leur poste antérieur, je pense que les gens viennent avant tout pour l'aventure. Comme je vous le disais, on est en pleine mutation. On a un projet d'entreprise, on a une vision, on, on bouge, on change, on apprend, on échange aussi, on communique beaucoup.
C'est pas facile tous les jours parce qu'on travaille beaucoup, mais je pense que ça donne envie d'aller jusqu'au bout de l'exercice et de voir le succès au bout du chemin. Alors, je crois que Céline, tu es là, non? Je crois que j'ai quelqu'un de l'équipe qui est… Oui, parfaitement, je vous entends. Est-ce que tu es d'accord avec les deux éléments que j'ai cités? Oui, oui, tout à fait. Non, c'est l'attachement qu'on a à la maison, c'est les personnes qui composent la société qui sont toutes, pour la plupart, vraiment ultra motivées. Et la beauté du produit, on a un produit très qualitatif qu'on a tous plaisir à vendre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous avons également Monsieur Christophe Laurent, notre ambassadeur des valeurs, qui a levé la main. Bonjour Christophe. On va faire comme ça. Vous m'entendez et maintenant vous allez me voir, n'est-ce pas? Tout va bien? Tout va bien. Très heureux de vous rencontrer à distance, madame, et merci pour cette présentation qui me fait chaud au cœur parce que je suis de la génération, effectivement, où on a grandi avec du Christophe et ça me fait encore plus plaisir parce que évidemment, ça prend de la valeur. Le Christophe de ma grand-maman prend de la valeur également. Il y a une chose qui est extraordinaire entre Christophe et le HL parce que moi, en tant qu'ambassadeur des valeurs, je suis dans les valeurs à 200%. Et quand même, EHL et Christophe, nous avons 2 valeurs et demie en commun. Puisque l'excellence et le respect font partie aussi des valeurs de EHL Group. Vous avez la créativité, nous avons l'innovation. On ne va pas entrer dans le débat maintenant, mais c'est très, très proche. Mais nos étudiants sont toujours, bien sûr, intrigués par l'excellence. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit quand vous avez expliqué l'excellence, puisque nous, on parle beaucoup de valeurs, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le comportement lié à une valeur. C'est sur quoi les personnes vont s'identifier à une marque ou à une expérience. Et vous avez quelque chose que j'ai noté, vous avez dit, on rend nos clients heureux. Et alors, est-ce que vous pourriez partager avec nos étudiants qui nous écoutent le truc que Christophe a de différent pour que les clients soient heureux quand ils sont chez vous? Qu'est-ce que vous avez en place pour rendre le client heureux au niveau démarche, accueil, je ne sais pas, parce que le bonheur, pour moi, c'est la différence entre le plaisir et le bonheur, puisqu'on dit toujours que peu importe le type de plaisir, on peut acheter le plaisir, mais le bonheur arrive. Le bonheur, c'est quelque chose qui arrive suite à ça. Alors, quels sont les procédés, les méthodes, les façons de faire qui rendent… Si nous pouvions avoir une méthode pour rendre les gens heureux, je pense que nous serions milliardaires. Exactement, vous et moi. Non, je pense que c'est beaucoup dans le savoir-être et dans l'état d'esprit. C'est la volonté de faire plaisir, d'être au service du client, que ce soit d'ailleurs un client interne ou externe, je vous dirais, c'est pareil. Ce qui commence d'abord par l'écoute. Je pense qu'on a des équipes de vente incroyables qui sont capables de mettre les gens à l'aise, de les faire partager. Et sur base de ce qu'ils apprennent sur ces personnes, derrière, c'est là où la créativité entre en ligne de compte, c'est d'avoir des idées pour les surprendre. Et bien sûr, il faut que les basiques soient faits, le bon service, pas trop d'attente, le petit café, tout ça. Ça, je dirais, vous rentrez dans n'importe quelle boutique de luxe, vous avez des attentes que c'est le minimum. Bien sûr. C'est la petite chose en plus. C'est le petit mot de remerciement à la main qui part derrière. C'est l'idée. Alors, je vais vous donner un exemple qui m'a marqué l'année dernière. Donc, un monsieur voulait offrir un cadeau pour le mariage de sa fille. Il choisit une pièce de haute orfèvrerie qui est une magnifique vasque de cette collection de perles dont je porte là le collier, qui est inspirée de la boîte Cardaillac de 1864. Et c'est une magnifique pièce en argent. La vendeuse lui demande, vous souhaitez que je fasse livrer ça où? Vous voulez un paquet cadeau, parce que c'est quand même une pièce imposante, etc. Il dit, écoutez, je ne sais pas, voilà, ma fille va se marier là, elle va être à l'hôtel là, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 personnes de la boutique qui sont allées à l'hôtel où la future mariée allait loger. Ils ont installé la vasque, pas dans un paquet cadeau, mais sur le lit, avec des pétales de rose et un petit mot déposé par son papa. Et la jeune fille, évidemment, était très émue quand elle a découvert ça, etc.
Et c'est un client qui est fidélisé pour la vie parce qu'il n'y avait pas pensé. Et puis voilà. Donc, c'est ces petites choses. Ça ne coûte pas cher, c'est des petites attentions. Mais c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait que les gens reviennent. Oui. Ben, merci beaucoup et puis au plaisir de vous accueillir à Lausanne dès que possible. Bah, écoutez, j'aurais bien voulu venir. Si j'étais venue, j'aurais peut-être pas pu rentrer. Donc... C'est pas grave. En tout cas, je me retire de la conversation et je laisse Laura reprendre la parole. Merci beaucoup, madame, pour votre temps. Ravie de vous avoir rencontré par écran. Merci, madame. Merci à vous, Christophe. Alors, on a encore 2 questions. Je donne la parole à un étudiant qui n'a pas parlé encore, Grégoire Delcourt. Bonsoir, Madame Rémy. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Je n'ai pas eu l'occasion d'assister au début de votre présentation, donc peut-être vous avez déjà répondu à la question. Et la question est, quels ont été les impacts du Covid sur votre résultat du premier et du deuxième trimestre et quand prévoyez-vous de retrouver un volume de vente comparable à celui d'avant la crise? Quels sont vos marchés les plus dynamiques? Merci beaucoup. Alors, nous avons été très impactés par le Covid. Alors, le premier trimestre, pas trop, puisqu'on a quand même tenu jusqu'au 15 mars. Et nous avions eu un excellent début d'année. Donc, en fait, le premier trimestre n'était pas si mal. Le deuxième trimestre, avril, mai, juin, était catastrophique puisque notre manufacture a fermé pendant 2 mois, l'ensemble de nos 53 points de vente ont fermé, nos clients distributeurs ne pouvaient plus réceptionner les produits, donc plus d'expédition, et tous les clients hôteliers, restaurateurs étaient fermés. Voilà, donc c'était très simple. Vous pouvez aisément imaginer ce qu'on a traversé pendant 3 mois. Depuis le mois de mai-juin, ça repart. Ça repart plutôt mieux que ce qu'on avait anticipé. Le rebond a été plus rapide. Par contre, on n'avait pas anticipé de faire un W. Donc là, voyons de quoi novembre-décembre sera fait. En tout cas, depuis mai, juin, juillet, août, septembre, nous avons fait mieux que notre révisé. Et je dirais que ça repart progressivement un peu partout. Ce qui se porte le mieux, c'est simple. En un, c'est la Chine, où en fait, non seulement les Chinois ne voyagent plus, donc ils achètent localement, premier impact. Deuxième impact, ils ont redécouvert qu'ils avaient leur maison et ils découvrent le plaisir de prendre un repas chez eux, pas à l'extérieur. Et le troisième impact, nous avions simplement 2 points de vente à Shanghai, donc on était tout petit en Chine, donc on a un océan d'opportunités devant nous. Et le deuxième endroit qui connaît la meilleure croissance en termes de chiffre d'affaires, c'est le e-commerce. Là, on a 75% de croissance sur le mois de septembre. On va finir octobre, je pense, à 80%. Et ça devrait continuer. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Madame Wouters-Rémy. Alors, il y avait encore une question donc, de Benjamin de Bonneville en anglais. In an interview for the Bureau d'Images, you said that you value an entrepreneurship mindset in your team member. What is this mindset for you? And do you think that all team members need to have this mindset? Aren't entrepreneurs a bit harder to manage? Alors, oui, je vais répondre par la fin. Oui, c'est plus dur à manager. Oui, c'est bien que tout le monde soit entrepreneurial. Parce que l'entrepreneuriat peut se révéler sous différentes formes. Ce que je mets derrière le mot entrepreneuriat, c'est le drive, parce qu'on a une vision et on va dans une direction. Donc, on est moteur. On n'est pas suiveur, on est moteur. Ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est prêt à prendre des risques. On n'a pas peur d'échouer. Et donc, on va être plus innovant et on va tester des choses. La troisième caractéristique de l'entrepreneuriat, c'est qu'on aime quand ça bouge vite. Et nous, on a besoin de bouger vite. Et c'est vrai au niveau de mon équipe de direction. Mais si je vais prendre un exemple à la manufacture. Nous fabriquons des petites piques à olives. Je peux vous dire que le processus de fabrication manuelle des piques à olives en métal argenté, c'est compliqué parce que c'est tout petit. Et donc, on a dû, au moment du développement du produit, faire un petit affûtage de la pointe pour que ça pique bien les olives. Une petite étape en plus. Eh bien, c'est quelqu'un du terrain qui est venu voir son chef et qui a dit « Mais en fait,
je pense qu'on pourrait faire 3 fois plus vite si on faisait autrement. Ils ont fait un test et on a divisé le temps par 3. Pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Excellente réponse. Merci beaucoup pour votre clarté. Oui, Benjamin, vous vouliez ajouter quelque chose? Yes, super. Merci beaucoup. Ça répond pleinement à ma question. Et si j'ose juste rebondir sur ce que vous avez dit avant dans la question précédente par rapport à l'e-commerce, vous avez dit que vous avez une croissance qui ne cesse d'augmenter et vous attendez un taux de croissance plus élevé pour ce mois d'octobre. J'étais un peu regardé et j'ai remarqué que vous faites des pubs Facebook depuis à peu près, enfin non, pour être exact, le 20 août. Et du coup, je me demandais, a priori, votre trafic, il ne doit pas majoritairement venir de là. Du coup, d'où vient votre trafic? Est-ce que c'est de la recherche organique ou pas? Et également, excusez-moi, une autre petite question, non est-ce qu'il n'y a pas une cannibalisation des ventes, étant donné que vous n'êtes pas en ligne, vous n'êtes pas les seuls revendeurs de votre marque, et il y a beaucoup d'autres e-commerce qui vendent vos produits. Donc, comment ça interagit? Malheureusement, pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui achètent mon nom, mais il n'y en a pas beaucoup qui me vendent. Ok. D'accord? En tout cas, pas officiellement, et la chasse est ouverte au marché gris. Donc, pour répondre, notre trafic, évidemment, il augmente puisqu'il est parti de petit. Il est essentiellement en numéro 1 le SIA, le Paid Search, donc les achats de mots-clés. Ménagère Christophe, voilà. Ça amène à un trafic très qualifié qui convertit bien. Pas mal d'accès direct, des gens qui cherchent Christophe en nom direct. En 2, c'est les newsletters, les emails qu'on envoie. Puisque je vous disais, on a des clients fidèles. Donc, en fait, on a pas mal de gens qui viennent et reviennent sur le site. On a à peu près 1/4 de repeat visitors et 3/4 de nouveaux chaque mois. D'accord? Okay. Social media, on a démarré cette année. Donc, aujourd'hui, en trafic, ça doit être 3 ou 4% de mon trafic. Mais ça monte. Merci infiniment. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'avant de mettre de l'argent pour faire du sponsorisé, il faut avoir du contenu. Donc, même si on avait envie d'aller très vite, on a d'abord dû développer les produits, après on a dû prendre les photos, et maintenant on peut commencer à investir. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pourrais encore enchaîner, mais je crois que je vais arrêter les questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y avait d'autres questions, mais auxquelles vous avez répondu. C'était des questions voilà, sur le futur de Christophe, choses comme ça. Donc, je pense qu'on peut, je vous laisse Valérie clôturer cette superbe conférence en ligne. Merci infiniment. Tout à fait, c'était passionnant. Encore 1000 merci vraiment pour votre temps, malgré ce contexte très compliqué. Et puis, je réitère l'invitation de pouvoir, on espère, vous accueillir. Eh bien, je viendrai cette année, de Céline. l'année prochaine, absolument. Et je la salue d'ailleurs, très sympathique et très professionnelle comme toute l'équipe. Et puis, j'encourage tous nos auditeurs à continuer à vous suivre sur les réseaux, à continuer vraiment à découvrir ce fabuleux monde d'une maison emblématique, mais qui mérite vraiment d'être connue et reconnue. Et on croise les doigts vraiment pour que cette fin d'année vous soit le plus propice possible, avec les fêtes qui, nous espérons, seront épargnées. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de l'invitation, de ce moment d'échange. Je souhaite bon courage à tous pour les semaines et les mois qui viennent, qui, je pense, vont être encore un petit peu chaotiques. Et puis, j'espère effectivement, je pense plutôt en 2021, mais qu'on aura l'occasion de fêter le retour à la liberté ensemble à Lausanne et de passer un bon moment. Magnifique. Voilà, 19h, incroyable. 1 heure. On est en Suisse, donc… Exactement. Vous l'aviez dit, vous avez tenu parole. En tout cas, encore 1000 merci et une excellente bonne soirée. Très bonne soirée Merci à tous. beaucoup. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.